très grande joie pour le Bureau international catholique de l'enfance de pouvoir commencer cette formation sur le plaidoyer. C'est une demande qui a été introduite par PEDER de Bukavu, et demande à laquelle le BICE a accédé. Et ensuite, on s'est dit qu'il serait utile et opportun de pouvoir étendre cette formation à l'ensemble des partenaires, des acteurs, des membres du réseau BICE à l'est de la RDC. Et donc, une demande provenant d'une organisation est devenue une demande collective. Ce dont on peut se réjouir parce que c'est la dynamique de réseau qui s'exprime ainsi. Et donc, le BICE, à travers Alexandra et le président, ont accepté de pouvoir engager le BICE dans cette formation et c'est donc un plaisir pour nous de le faire. Nous sommes une équipe de 4 personnes au niveau du Bureau international catholique de l'enfance. Il y a Diego, que vous connaissez déjà, Diego qui est le geek de l'équipe du BICE. Diego a la maîtrise de tout ce qui est Internet, électronique, voilà. Donc, si on est aujourd'hui présent sur Moodle, c'est grâce à lui qui a mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de conviction dans tout ce qui a été mis au niveau de Moodle pour vous permettre justement d'avoir un panorama global de l'ensemble du programme et tout ce qui va avec les liens de connexion, les dates, les horaires, les documents à lire et autres. Donc, c'est grâce à Diego. Et ensuite, nous avons Marie-Laure que je ne présente plus, que vous connaissez bien, et donc qui est la reine-mère du bureau Afrique, du programme Afrique, et qui pilote l'ensemble des activités. Et ensuite, on a un ange gardien qui nous a rejoint récemment, c'est Fanacina. Elle est de Madagascar, et donc c'est elle qui a, vous voyez l'écran qui est derrière moi, c'est elle qui a fait ça, donc c'est très joli. Et c'est elle qui est à votre service pour vous accompagner, vous informer de tout ce qui concerne le cours. Et donc, elle a participé au développement des outils dont on va parler tout à l'heure. Donc, merci Fanacina pour ton implication. Voilà, une première partie. Je voudrais, malheureusement, tout le monde n'est pas connecté, qu'on revoie un peu la planification. Tout le monde a la planification à son niveau, mais pour commencer, il serait utile, à mon avis, de parcourir un peu ce qu'on a prévu. Comme ça, tout le monde a en tête ce qui sera fait aujourd'hui jusqu'à la fin des cours. Comme vous le savez, donc, on a prévu 5 cours qui commencent du 29 avril, donc aujourd'hui, jusqu'au 22 juin. Donc, on a 5 cours qui sont planifiés. Le premier porte sur les méthodes et outils d'analyse contextuelle et de diagnostic préalable. Le deuxième est prévu et porte sur les stratégies et activités de plaidoyer. Ce cours aura lieu la semaine prochaine, donc le 4 mai. Le troisième cours porte sur la préparation et la rédaction de lettres d'interpellation, d'allégations et d'appels urgents, de communiqués, de conférences de presse, de documents de synthèse pour le plaidoyer. Et là, on aura le privilège d'avoir Marie-Laure qui va nous accompagner. C'est prévu sur le 13 mai. Ensuite, on a la dernière séance sur la participation des enfants dans un processus de plaidoyer. Parce que vous êtes tous impliqués dans ce processus de faire participer les enfants, pour que les enfants deviennent des acteurs de leurs droits, pas simplement des gens qui bénéficient des initiatives, des activités menées par les adultes, mais que les enfants eux-mêmes puissent être des acteurs de leurs droits. Donc voilà, et ensuite, on aura une 5e séance qui porte sur la mise en pratique, la capitalisation et autres. Et là, par rapport aux facilitateurs, on voudrait bien compter sur un membre du conseil d'administration du BICE, mais il reste à finaliser le processus avec lui. Pour terminer, on aura à faire 2 exercices pratiques. L'exercice pratique consiste justement à nous permettre de mettre en application ce qu'on a vu pendant les 5 séances. Donc, les exercices sont prévus sur le 23 juin et le 4 juillet. C'est espacé pour ne pas trop peser sur votre agenda, qu'on sait déjà très chargé, et donc d'avoir le temps nécessaire pour pouvoir le faire. Pour ces exercices, étant donné que vous êtes 3 par organisation, vous pouvez le faire en équipe
Comme ça, en mettant ensemble vos énergies, vos forces et autres, vous perdrez moins de temps et vous serez plus efficace. Donc, ce ne sera pas à titre individuel, mais à titre collectif. Voilà, brièvement présenté la planification qui est devant nous. Par rapport à la participation, donc c'est la planification dont je viens de parler à l'instant. Par rapport aux participants, nous avons la chance et l'honneur d'avoir beaucoup d'associations qui ont souhaité. Il y a bien évidemment PDR qui est à l'origine de cette initiative. Ensuite, Govodi, le groupe Jérémy, le TVVUCA, CSF, donc Cœur sans frontières, Radissons ensemble. Chaque organisation est représentée par 3 représentants, sauf groupe Jérémy qui est représenté par 2 personnes. Donc voilà, en gros, ce qui nous attend, la planification plus la participation. Et on espère qu'au bout de ces 5 séances et des exercices qui sont prévus, on sera à même de pouvoir dire que nous avons fait un pas en ce qui concerne les initiatives de plaidoyer, comment mener le plaidoyer et ainsi donner plus d'efficacité à nos différentes initiatives sur le terrain et évidemment au niveau international. Par rapport aux exercices pratiques, j'ai parlé de 2 exercices à la fin, mais il n'est pas exclu qu'après chaque séance, le facilitateur ou la facilitatrice puisse vous demander de faire un exercice sur Zoom, sur le champ, ou de réfléchir simplement à une question donnée qui va vous permettre justement, à travers une réflexion personnelle ou collective, de mûrir davantage ce qui a été vu, ce qui a été présenté pendant le cours. Comme d'habitude, maintenant nous sommes habitués en fait au cours en distanciel et donc les règles sont les mêmes. Lorsque vous n'avez pas la parole, il serait plus indiqué que vous éteigniez votre caméra et que vous mettiez en silence, en mode silence, ce qui vous permet d'optimiser en fait les performances du système pour que ça ne flotte pas trop ou que les choses ne grésillent pas. Donc voilà, et bien évidemment, le cours se fera en français, donc il n'y aura pas lieu de traduction. Donc à ce niveau, je crois que c'est un problème en moins, puisque parfois, à travers la traduction, on peut rencontrer des défis. Donc, c'est uniquement en français. Et ensuite, si vous avez des difficultés, par exemple, pour vous connecter, vous avez toujours la possibilité d'écrire vos questions ou vos commentaires dans le chat. Et à travers le chat, on peut relayer vos commentaires et vos questions. Au cas où vous n'arrivez pas justement à vous connecter ou à vous connecter, mais à ne pas pouvoir vous faire entendre lorsque vous souhaitez parler. Et donc, évidemment, le cours est interactif. Vous avez la possibilité d'intervenir à tout moment. Il suffit de cliquer sur le bouton réaction qui se trouve en bas de votre panel, mais cliquez sur réaction et vous avez la possibilité de lever la main. Lorsque vous levez la main, il y a une main jaune qui s'affiche et donc ce qui veut dire que vous souhaitez prendre la parole et on vous laissera évidemment prendre la parole. Alors maintenant, si Francina peut mettre le PowerPoint. Donc on commence aujourd'hui ce cours de formation sur le plaidoyer. En fait, c'est très excitant parce que c'est ce qu'on fait tous les jours. Et donc, je me suis demandé comment est-ce qu'on peut faire une formation sur le plaidoyer pour des gens qui font déjà du plaidoyer, qui savent déjà ce que c'est que le plaidoyer, qui connaissent déjà le plaidoyer. Et donc, on s'est creusé la tête. On s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut le faire? Donc, voici un préalable qu'on vous propose. Le premier préalable, c'est que on va essayer ensemble de garder notre expertise, notre expérience que nous avons déjà en matière de plaidoyer, mais en se disant, on va apprendre quelque chose de nouveau. Et donc, on a déjà ce bagage en matière de plaidoyer déjà, mais je vous propose en fait de nous laisser emporter par
cette nouvelle dynamique que nous venons d'enclencher aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que, voilà, on a la possibilité de, et on le fait très souvent, mais je crois qu'on est maintenant dans une phase de questionnement. On s'interroge. Est-ce que ce que nous faisions jusqu'à présent est dans les règles? Ce que nous faisons jusqu'à présent, est-ce que c'est conforme à ce qui devrait être le cas? Ce que nous faisons jusqu'à présent, est-ce que c'est comme ça qu'on devait le faire? Est-ce qu'on a pu, à travers tout le processus qu'on a mis en œuvre, le plaidoyer qu'on a l'habitude de faire, est-ce qu'on a eu les résultats escomptés? Donc, tous ces questionnements nous poussent justement à l'évolution, puisque je crois qu'il y a un philosophe allemand qui disait que toute question est une forme de réponse, puisque c'est un processus. On se questionne, on trouve des réponses, et les réponses deviennent des questions pour pouvoir cheminer davantage et évoluer. Et donc, aujourd'hui, on va commencer par ce premier cours sur les méthodes et outils d'analyse au niveau de l'analyse contextuelle et le diagnostic de situation préalable à tout processus de plaidoyer, à toute campagne de plaidoyer. Suivant. Voilà. On aura 3 étapes. La première étape, c'est l'analyse contextuelle et le diagnostic de situation. Je crois qu'on est tous outrés par un certain nombre de situations. Le fait de voir qu'il y a autant de violence à l'école, que les professeurs qui sont censés protéger les enfants sont auteurs de violences. Quand on voit qu'à l'est de la RDC, lorsqu'on parle de maladies, on a souvent des épidémies, que ce soit Ebola, que ce soit la Covid, que ce soit différentes formes de maladies, on voit que la population est très affectée. On voit qu'il y a une situation de pauvreté généralisée. On voit qu'il y a une situation de conflit qui s'éternise. On voit que l'insécurité est devenue presque banale. On a même l'impression que l'insécurité, c'est la règle et la sécurité l'exception, alors que cela ne devrait pas être le cas. Donc, voilà, on a des situations qui se présentent de cette façon-là. Et on est révolté. On a envie que les choses changent. On a envie de faire même les choses parce qu'on sait, on voit pratiquement ce qu'il fallait faire, ce qu'il faut faire pour que ces situations puissent connaître des solutions durables. Mais les autorités ne font pas les démarches nécessaires. Et donc, on est outré, on est révolté. Et le réflexe en tant que défenseur des droits de l'homme, c'est de mener du plaidoyer. Mais pour faire le plaidoyer, on ne peut pas le faire juste par rapport à des rumeurs, juste par rapport à des constats, juste par rapport à des observations, mais il faut aller plus loin. Je ne dis pas que l'observation, le constat, ce n'est pas une bonne chose, c'est très bien parce que c'est le point de départ. Il faut observer, il faut constater, mais engager la réflexion plus loin. Et c'est cette réflexion plus loin que nous allons voir dans cette première étape et qui constitue l'analyse de contexte ou le diagnostic de situation. Les deux termes sont pratiquement les mêmes. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais ce sont des terminologies similaires, l'analyse de contexte et le diagnostic de situation. Pourquoi une analyse de contexte? Parce que ça représente une sorte de point d'entrée, un point de départ pour notre action de plaidoyer. C'est très important pour l'identification du problème et des stratégies plus tard. Parce que si on ne fait pas l'analyse de contexte, on n'aura pas la substance, on n'aura pas les éléments de fond, même de forme, les éléments de forme et de fond qui nous permettront de pouvoir engager une action de plaidoyer en toute connaissance de cause. C'est très important pour chercher et obtenir des informations de sources crédibles. Je disais tantôt que le constat et l'observation sont une bonne chose, mais on ne peut pas s'arrêter là. Il faut approfondir, il faut aller plus loin, il faut rechercher, il faut creuser, il faut comprendre quels sont les tenants, les aboutissants. Comment est-ce que la situation qui nous révolte a pris source, en fait? Ça vient d'où? Quelles sont les causes? Et voilà, donc tous ces éléments nous permettent de pouvoir davantage mieux connaître, comprendre. Et donc, il faut une réflexion à travers une analyse de contexte et de diagnostic de situation. Comment il faut le faire? Il faut recueillir des informations. On peut recueillir des informations de plusieurs manières. Je sais qu'à l'est de la RDC, vous aimez beaucoup ce que vous appelez les focus group, qui est une très bonne chose. Donc, les focus group vous permettent justement
de collecter des informations, de rassembler des informations qui vous renseignent sur les différents paramètres, qui vous renseignent sur les différents paramètres de la situation qui vous dérange, qui vous perturbe. Il y a des enquêtes aussi. Vous pouvez mener des enquêtes, vous pouvez faire des descentes de terrain, vous pouvez faire des sondages, vous pouvez faire des entretiens à travers des questionnaires. Tous ces outils-là, toutes ces méthodes, ces approches vous permettent de pouvoir recueillir des informations. Et c'est très important parce que si vous négligez cette étape, vous aurez certes voilà, un plan de plaidoyer, une campagne de plaidoyer plus tard, mais qui n'aura pas suffisamment rassemblé des éléments de fond qui vous permettront de pouvoir réussir votre action. Donc, recueillir des informations est une étape importante dans le processus qui vous conduit vers l'action de plaidoyer. En deuxième lieu, il faut analyser les informations recueillies. Et comment est-ce qu'on le fait? On doit faire on utilise une approche systématique et un examen de situation, donc le diagnostic de situation. Pour pouvoir le faire, il y a des outils qui sont à disposition. Il y a des méthodes qu'on peut utiliser. Ici, on vous propose deux méthodes. La première méthode, c'est ce qu'on appelle PESTEL. PESTEL, ce n'est pas le nom d'une personne, quoique ça peut être le nom d'une personne, mais PESTEL, c'est une sorte d'acronyme qui représente politique, P pour politique, E pour économique, S pour social, T pour technologie, E pour environnement et L pour légal. Donc, on a cet outil-là qui vous permet de pouvoir analyser, de pouvoir parcourir en fait des différents éléments, de puiser en fait dans cet outil-là des éléments qui vous permettront de faire l'analyse. PESTEL reste juste un outil que vous utilisez pour faire une analyse. Donc, ce n'est pas PESTEL lui-même l'analyse, mais c'est un outil qui permet d'aboutir, d'aller vers l'analyse. On reviendra en détail un peu plus sur PESTEL, son contenu, mais le deuxième outil, la deuxième approche, c'est force, faiblesse, opportunité et menace que vous connaissez tous déjà, SWOT en anglais. C'est aussi une méthode qui permet justement d'analyser quels sont les enjeux qui sont en cours, quels sont les défis qui se posent, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses, quelles sont les opportunités, voire les menaces qui se posent par rapport à la situation suivante. Ensuite, voilà l'outil d'analyse PESTEL. Donc, dans la colonne politique, il y a un certain nombre d'éléments. Dans la colonne économique, c'est le cas aussi, social, technologique, environnement et légal. Si on prend le politique, ce qui est listé ici peut paraître exorbitant, peut paraître excessif, mais tout dépend de l'élément sur lequel vous voulez orienter votre action. Donc, ça peut ne pas correspondre à tout ce que vous faites, mais vous pouvez juste prendre un élément parmi la liste indiquée sous politique pour pouvoir faire votre analyse. Ça peut être la stabilité du gouvernement, des conflits, la situation de guerre ou de crise. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'analyse politique. Ça peut être, on peut chercher à savoir si le problème a trouvé des réponses dans la politique nationale de développement et les politiques sectorielles développées par l'État ou la province. On peut aussi interroger tout ce qui concerne la bonne gouvernance. Donc, la transparence dans la conduite des affaires publiques, le compte rendu des actes, la participation des citoyens, la capacité à répondre aux besoins de la population. Donc, lorsque vous voulez faire l'analyse, vous interrogez justement ces différents éléments qui sont du ressort de la politique. Est-ce que la bonne gouvernance est une réalité dans la province, dans le pays? S'il y a la bonne gouvernance, quels sont les ressorts en fait de cette bonne gouvernance? Et s'il n'y en a pas, à quoi ça aboutit? Est-ce que ça participe à l'aggravation de la situation qui nous préoccupe? Voilà. On peut aussi interroger la situation de la séparation du pouvoir. Est-ce que parce que le gouverneur de la province et le Parlement provincial ne sont pas séparés parce que probablement, ou peut-être, ce sont les mêmes partis qui sont au niveau du gouvernorat et qui sont aussi au niveau du Parlement provincial, de sorte qu'on peut s'interroger sur leur capacité à gouverner ou à impulser une dynamique qui permet de pouvoir résoudre le problème
que vous entrevoyez déjà. Parce que en faisant l'analyse Pestel, vous avez en vue la résolution d'un problème donné. Le problème, vous ne l'avez pas encore, mais c'est l'analyse qui va vous permettre justement d'avoir des éléments concrets pour identifier le problème et ensuite enclencher un processus de plaidoyer. Ça peut être une interrogation sur la liberté syndicale. Si le problème que vous voulez travailler porte sur les droits, les libertés, la liberté d'expression, d'association et autres, vous allez interroger la liberté syndicale, la liberté des médias, la liberté d'expression, d'opinion et autres. Il y a aussi les actions des organisations de la société civile, des ONG, mais également l'existence ou l'exercice de la plaidoirie, par exemple. La question des élections, l'organisation administrative de l'État. Est-ce que, par exemple, on a la décentralisation? Est-ce qu'au niveau de la province, les territoires ont la capacité de pouvoir s'administrer? Auquel cas, vous savez qu'en menant le plaidoyer, vous avez la capacité de trouver au niveau des territoires des interlocuteurs qui peuvent donner des réponses sans attendre forcément que Goma ou Bukavu, que le gouverneur basé à Goma ou à Bukavu se prononce. Mais vous savez qu'à travers une décentralisation, il y a une démocratie locale qui s'exprime. Il y a une gouvernance locale qui est en place. Et si ce n'est pas le cas, ça vous permet également de voir qu'il y a des déficits en termes de gouvernance et que votre action doit aussi s'articuler, s'interroger ou identifier des éléments qui portent sur cet aspect. Ensuite, il y a l'économique. Par rapport à l'économique, je laisse Fanacina. Sur le plan économique, comme nous pouvons voir, par exemple, il y a les revenus par habitant, les informations concernant le pouvoir d'achat ou le niveau de pauvreté, en fonction du sujet de plaidoyer, en fonction des informations qui peuvent nous intéresser plutôt parce que là, on n'est pas encore censé avoir trouvé le sujet principal du plaidoyer, mais en fonction des informations qui peuvent nous intéresser sur le terrain, nous pouvons intégrer ces éléments sur le plan économique. Par exemple, le niveau de pauvreté des ménages ou les difficultés que rencontre chaque ménage sur un territoire donné. Et après, sur le volet social, je prendrai par exemple les moyens de transport concernant le décrochage scolaire, par exemple, ou les difficultés que rencontrent les enfants issus d'un village pour aller à l'école lorsque l'école est très éloignée, ou bien la pratique agricole et les outils agricoles utilisés, ou également les saisons pour les pratiques agricoles qui peuvent influencer le programme scolaire et la motivation des enfants à aller à l'école. Et sur le plan technologique, c'est un peu difficile. L'élément technologique dépend surtout du milieu. Et par exemple, il y a la lutte contre la cybercriminalité. Si le projet de plaidoyer concerne uniquement un quartier très bien défini, bien délimité, un petit village par exemple, on ne peut pas vraiment prendre en compte cet élément de lutte contre la cybercriminalité, mais ça dépend vraiment des informations que nous souhaitions avoir et également ça dépend du milieu. Et pour l'environnement, par exemple, ce qui est le plus intéressant, c'est tous les éléments sont intéressants, ça dépend, mais le plus important, je pense, c'est surtout les changements climatiques, ce que cela peut, comment les changements climatiques peuvent impacter la vie de la population, la situation, la situation économique aussi, par exemple. Et
pour l'élément légal, là, ça pourrait beaucoup, les informations sur l'élément légal sont, sont aussi très importantes pour l'analyse contextuelle parce que ça permet d'avoir une vision globale et des lois et de toutes les dispositions légales qui peuvent exister au sein d'un pays et également au sein d'une collectivité. Voilà. Voilà, le deuxième outil, merci Fanacina, le deuxième outil ou approche qu'on vous propose pour l'analyse de contexte ou le diagnostic de situation, c'est l'outil SWOT. SWOT, vous savez déjà, vous connaissez, c'est les forces et les faiblesses. Et donc, souvent, les forces, il y a un côté négatif et un côté positif et un côté moins positif. S'agissant du côté positif, c'est davantage ce qui est à l'interne de votre association, de votre organisation. Quelles sont les forces? Ça peut, au niveau des forces, on peut avoir des aspects qui ne dépendent pas forcément de votre association. Par exemple, lorsqu'il y a une loi, par exemple, qui porte sur la situation qui vous dérange, qui vous préoccupe et qui vous révolte, par exemple, l'existence d'une loi sur l'enseignement primaire obligatoire et gratuit. Si vous travaillez, par exemple, sur le décrochage scolaire et que vous voyez qu'il y a dans le pays, il y a dans la province une loi provinciale ou nationale qui porte sur l'enseignement primaire obligatoire et gratuit, vous avez un élément essentiel qu'on peut considérer ici comme une force sur laquelle vous pouvez fonder votre action de plaidoyer. Si, par exemple, dans le milieu, il y a décrochage scolaire, mais on a constaté à travers les outils que j'ai déjà évoqués, à travers les sondages, à travers les focus group, à travers les enquêtes de terrain, les descentes de terrain, les questionnaires, que les parents sont quand même motivés, malgré la précarité, malgré les difficultés, malgré les défis, à scolariser les enfants. Vous avez là un élément sur lequel vous pouvez vous fonder pour faire votre plaidoyer. Il y a aussi, peut-être que l'école est loin, certes, mais dans le milieu, il y a quand même une école primaire. Voilà un élément qui peut vous permettre et qu'on peut considérer comme étant une force. En termes d'aspects positifs surtout, et parlant des opportunités, si par exemple, vous avez votre siège dans un milieu donné, donc proche des bénéficiaires, là, ça vous permet de faire un travail de proximité, puisque vous avez votre siège dans la zone. Si par exemple, dans la zone, vous avez d'autres associations qui travaillent sur la même thématique ou des thématiques similaires, vous pouvez envisager des partenariats. Donc, c'est des opportunités qui s'ouvrent à vous. Vous avez par exemple un domaine étatique qui vous permettra peut-être d'installer une école plus proche. Voilà, ce qui constitue donc une opportunité, l'existence d'un terrain appartenant à la province ou en tout cas un bien de l'État qui peut servir justement à résoudre le problème de la distance entre les habitations et l'école. Par exemple, il y a un projet de transport scolaire en gestation, ce qui peut aussi potentiellement apporter une solution à l'éloignement des écoles des lieux d'habitation. En ce qui concerne le côté négatif, on a les faiblesses. Et ça, c'est une analyse qu'on fait dans le cadre de montage d'un projet, lorsqu'on réfléchit à l'élaboration d'un projet, mais c'est aussi important lorsqu'on veut faire du plaidoyer. Et donc, les faiblesses, par exemple, parlant de l'école, on va voir par exemple qu'il y a une école, certes, dans le milieu, peut-être une école proche d'ailleurs des habitations, mais dans l'école en question, on a des effectifs pléthoriques, on a des classes surchargées, ce qui ne permet pas d'avoir un enseignement de qualité. Et donc, ça peut donner lieu à un travail de plaidoyer. On a des enseignants, certes, mais des enseignants peu qualifiés, peu formés, parce que ce sont les personnes qui ont pu faire des études secondaires qu'on a pris pour pouvoir enseigner les enfants à l'école primaire. Parce que peut-être c'est une école que la population a mis en place sans apport de l'État, mais en tout cas, c'est une école qui fonctionne. Et donc, les enseignants sont peu qualifiés et ça impacte sur la qualité de l'enseignement. Ça, c'est un point de faiblesse qu'on doit considérer et analyser. Lorsqu'on a, par exemple, le coût élevé de la scolarité,
Ça, c'est un problème. Ou parfois, l'école est gratuite, mais en même temps, on constate qu'il y a voilà, des frais connexes. Et je crois qu'en est de la RDC, à l'est de la RDC, on connaît beaucoup de frais connexes. Le fait, par exemple, d'aller pour retirer son diplôme, on vous exige de payer une certaine somme. Voilà, à chaque niveau, il y a des frais, alors que l'éducation est censée être obligatoire et gratuite, vous avez quand même un certain nombre d'obstacles en termes de frais connexes qu'on vous réclame tout le temps. Et donc, voilà, malgré la gratuité, il y a un droit d'inscription qu'il faut honorer, ce qui constitue une faiblesse. Le défaut d'implication des parents. Si les parents sont davantage désintéressés par la scolarisation des enfants, cela constitue un problème. La question de l'éloignement, on ne le dira jamais assez. Si en plus de l'éloignement, il n'y a pas de transport en commun, de bus, de ramassage scolaire, cela est une faiblesse. En termes de menaces, lorsque on peut parler ici de taux élevés de travail ou des pires formes de travail des enfants. Et donc, ça, c'est un risque par rapport à la possibilité pour les enfants d'aller à l'école, parce qu'ils sont davantage impliqués dans l'extraction des minerais qui leur apportent peut-être $100 ou $200 par jour, ce qui les désintéresse de l'école, parce que l'école, on ne va pas récolter les fruits tout de suite. Donc, les enfants font un calcul simple, voire simpliste, qui consiste à dire, je gagne $100 par jour, qu'est-ce que j'irai faire à l'école? Donc, c'est une menace potentielle. Lorsqu'il y a une longue distance à l'école et le lieu de résidence des enfants, absence de moyens de transport scolaire, une violence récurrente en milieu scolaire. Voilà, ça c'est une question qui est très importante lorsqu'on parle de la scolarisation des enfants. La violence en milieu scolaire est un facteur qui dissuade beaucoup de parents d'amener les enfants à l'école. Beaucoup d'enfants qui, ayant subi un traumatisme à la suite d'une violence subie, sont moins enclins à aller à l'école ou sont plus, on va dire, traumatisés en fait lorsqu'on parle d'école, lorsqu'on parle de fréquentation scolaire. L'instabilité politique, par exemple, est une menace lorsqu'il y a la guerre, comme le cas à l'est de la RDC, des crises permanentes d'insécurité, ce sont des menaces. Et là, on a rajouté un autre élément, les enfants sont retenus dans un couvent. Peut-être que ce n'est pas applicable à la RDC, à l'est de la RDC, mais c'est une situation qui existe. Les enfants sont retenus dans un couvent pour initiation au rite ancestral pendant 3 ans. Un enfant qui est en âge d'être scolarisé et qui est retenu par le couvent parce que c'est la tradition qu'il veut, évidemment, cet enfant ne pourra pas aller à l'école ou ira à l'école lorsqu'il aura peut-être 9 ans pour commencer l'école, ce qui est une menace réelle sur la scolarisation de l'enfant. Suivant. Voilà, on vient de voir cette première étape qui consiste à analyser le contexte, à se poser des questions, à faire le diagnostic. Maintenant, à partir des éléments collectés, à partir des éléments qu'on a rassemblés, on peut maintenant identifier le problème. Et l'identification, ça peut paraître simple, parce que, voilà, c'est simple, mais on ne doit pas le faire de manière à la légère, en fait. On doit se référer à un certain nombre de repères pour pouvoir le faire. Alors, quelles sont les questions qu'on doit se poser? Sur quel sujet portera le plaidoyer? Voici la situation globale, mais sur quel sujet notre plaidoyer va se porter? Est-ce que nous maîtrisons le sujet sur la forme et sur le fond? Est-ce que quel résultat nous voulons aboutir? Quels sont les objectifs que nous nous assignons par rapport au travail de plaidoyer que nous voulons initier? Et comment est-ce qu'on identifie? Est-ce qu'il y a des procédés? Est-ce qu'il y a des méthodes? Est-ce qu'il y a des approches qui nous permettent de pouvoir identifier? La méthode la plus simple, et vous la connaissez, c'est de partir du général au particulier. Parce que là, si vous voulez identifier un problème, par exemple un problème global, c'est bien, mais il faut s'interroger par rapport à votre capacité, à vos ressources pour pouvoir mener à bien un problème identifié qui est global, qui est général, qui est vague. Donc, il faut davantage utiliser un système d'entonnoir qui consiste à partir du général vers le particulier. Donc, il faut choisir ou expliciter un aspect, une dimension, un aspect du problème général. Voilà. Suivant. Comme je le disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez vos questions. Donc, pourquoi identifier?
on peut se poser cette question, pourquoi on doit identifier alors qu'on voit que voilà, le problème est global, c'est général, mais pourquoi identifier? Pourquoi sélectionner? Pourquoi trier? Ben, il faut identifier parce qu'il faut cibler le sujet. Il faut éviter de se disperser. Il faut éviter les généralités, éviter de perdre du temps, de l'énergie et des ressources. Les ressources sont déjà limitées, on n'en a pas beaucoup. Et donc, si on veut embrasser une thématique large, vague et globale, on peut le faire, certes, mais c'est qu'on risque de ne pas pouvoir atteindre les objectifs avec le peu de moyens, de ressources, de compétences, de capacités que nous avons à l'interne. Parce qu'il faut compter sur les capacités de l'organisation pour pouvoir porter, mener jusqu'au bout, jusqu'à l'obtention des résultats, une démarche de plaidoyer donnée. Il faut utiliser au mieux les capacités, les compétences et les ressources qu'on s'est déjà limitées. Je vous donne ici un exemple. On a la pauvreté. La pauvreté, c'est un scandale, en fait, la pauvreté. Et on peut même... L'extrême pauvreté, parce qu'à côté de la pauvreté, on a l'extrême pauvreté qui est plus une sorte de phénomène systémique sur les générations. Donc, il y a cette pauvreté qui frappe plusieurs générations, ce qui fait que les enfants qui naissent de cette famille ont du mal à s'en sortir. Donc, la pauvreté, l'extrême pauvreté est révoltante et voilà, appelle à des actions, y compris des actions de plaidoyer. Mais est-ce que nous pouvons nous focaliser sur la pauvreté comme étant le sujet de plaidoyer? Est-ce que ce n'est pas trop vague? Évidemment que c'est trop vague. On peut prendre un aspect. Mais si vous êtes une organisation, une grande organisation internationale, qui a les ressources, qui a les capacités, qui a les ressources financières, humaines et autres, vous pouvez évidemment porter votre plaidoyer sur la pauvreté. Il y a des organisations qui le font, par exemple, Oxfam, compte tenu de ses ressources, de ses moyens, peut organiser son plaidoyer sur la pauvreté, l'extrême pauvreté. Ou un autre exemple, c'est la scolarisation. La scolarisation, ça paraît déjà comme étant un sujet pointu, mais on peut déjà décliner la scolarisation à plusieurs niveaux. Si vous avez les moyens, vous pouvez évidemment faire porter le plaidoyer sur la scolarisation. Mais si vous n'avez pas les moyens, concernant la pauvreté ou l'extrême pauvreté, on peut, par exemple, orienter le plaidoyer sur le déficit d'accès à l'eau potable. C'est un élément, une composante de la question de la pauvreté. Au lieu de focaliser l'ensemble des activités sur la pauvreté, qui est grand, qui est vaste, on peut se focaliser uniquement sur les problèmes d'accès à l'eau potable. Au lieu, par exemple, de se focaliser, deuxième exemple, sur le problème de scolarisation globale, vous pouvez dire le problème d'accès à l'éducation, à l'école des filles. Ce qui vous donne encore plus de marge en termes de... pour être plus pointu, en fait, pour des outils plus spécifiques, vous réduisez la palette des acteurs qui sont susceptibles d'apporter des réponses à votre sujet, et ça vous permet d'être plus concentré et plus ciblé, en fait. Quel est l'intérêt de la précision? Quel est l'intérêt d'une identification qui vous permet de cibler au lieu de partir des généralités vers ce qui est plus ciblé? Il y a une adéquation entre les ambitions et les objectifs du plaidoyer et les ressources à disposition. Vous êtes ambitieux, certes, mais vous êtes réaliste. Il faut être réaliste par rapport à l'adéquation des ambitions que vous avez et les ressources qui sont disponibles. Voilà. On ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais on peut résoudre certains problèmes. Et donc, c'est l'intérêt qu'on a à le faire. Il faut se concentrer sur l'essentiel. Cet essentiel que vous pouvez obtenir par ou à travers vos ressources. La meilleure connaissance des acteurs. Parce que lorsque vous êtes ciblé, vous avez la connaissance des acteurs, des décideurs ou des interlocuteurs qui agiront dans le sens des objectifs que vous avez définis. Il y a une optimisation des ressources et des capacités ainsi que des connaissances. Voilà. Suivant. Voilà des exemples. Donc, le système d'entonnoir pour identifier et cibler le sujet de plaidoyer. Fanacina, pour l'application systématique, pardon. Oui, pour l'application systématique, nous avons ici, par exemple, un thème général comme l'éducation, qui est l'exemple juste à côté.
Et ce thème général peut englober différents thèmes spécifiques. Là, nous pouvons trouver, nous pouvons par exemple trouver trois thèmes spécifiques. Et dans ces thèmes spécifiques, il y a encore des sous-thèmes. On peut trouver différents sous-thèmes, comme l'exemple que nous pouvons voir juste à côté sur le thème de l'éducation. Nous pouvons avoir comme thème spécifique faible taux de scolarisation des filles ou décrochage scolaire en général, ou, ou l'accès des enfants en situation de handicap à l'école. Et dans ces thèmes spécifiques, il y a encore des sous-thèmes comme pour la scolarisation des filles, les violences liées au genre en milieu scolaire, ou le travail des jeunes filles, ou le mariage précoce. Et nous pouvons donc, en fonction des capacités de l'organisation, de l'association peut choisir, par exemple, l'éducation en général, mais vu que c'est très vague, l'association peut choisir d'intervenir sur la scolarisation des filles ou sur un sous-thème, par exemple le travail des jeunes filles ou uniquement sur le mariage précoce. Et ça dépend vraiment de la stratégie, du choix d'intervention de l'association, de l'organisme. Je vous donne un autre exemple simple par rapport à la santé. La santé, on a beaucoup de problèmes par rapport à l'accès aux soins élémentaires de base, aux soins de base. Et donc, c'est révoltant. On aimerait que ça change. Donc, on veut faire du plaidoyer par rapport aux questions de santé, la problématique de l'accès aux soins de santé. Mais c'est vague, c'est vague. On peut le faire, mais il faut voir vos ressources, vos moyens, vos capacités, vos connaissances. Il y a plusieurs types de maladies. Par exemple, il y a des maladies parasitaires, il y a des maladies infectieuses, il y a des maladies sexuellement transmissibles et autres. Donc, vous avez la possibilité, par rapport aux différents types de maladies, vous focaliser sur une maladie donnée, ce qui vous permettra justement de pouvoir cibler davantage votre action de plaidoyer pour avoir plus de résultats. Et même à travers ces catégories, maladies infectieuses, maladies parasitaires, maladies vénériennes, maladies, vous pouvez toujours aller de manière plus pointue. Je prends par exemple les maladies sexuellement transmissibles. Vous pouvez travailler sur le sida, vous pouvez travailler sur la pléborragie, la gonocoxie et autres. Voilà. Donc, c'est en fait pour vous dire en fait que vous pouvez certes aborder un thème général, mais étant donné la taille, la capacité, les ressources, les moyens que nous avons, il est préférable de décliner le thème général en des sous-thématiques qui vous permettront d'avoir un sujet plus pointu. Voilà la méthode qu'on vous propose. Voilà. Donc, parfois, les problèmes sont déjà identifiés. C'est le cas, par exemple, lorsque on voit les observations formulées par les mécanismes de supervision des Nations Unies ou de l'Union africaine, par exemple, au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, ou du comité d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant en Afrique, ou au niveau international, c'est les différents organes de traité, c'est l'examen périodique universel. Donc, ces mécanismes analysent les rapports des États, dont la RDC, et dans le rapport final, vous voyez que des problèmes sont identifiés et des recommandations sont formulées. Ici, on vous donne 3 exemples. Des observations finales formulées par le Comité pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Ça, c'est une observation formulée en 2019. Et vous voyez ici que le comité a ciblé un certain nombre de sujets. Par exemple, l'enseignement primaire est obligatoire à rendre effectif. La nécessité d'insister sur l'action menée pour accroître les taux de scolarisation, de rétention et d'achèvement des études chez les femmes, les filles, à tous les niveaux de l'enseignement, en particulier dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Voilà. Donc, vous avez déjà
là, on vous simplifie en fait la tâche. Lorsque vous prenez les observations finales formulées par les organes de traité, par l'examen périodique universel, vous avez déjà des problèmes qui sont identifiés. Suivant. Ah, on revient. Ça, c'est un exemple qu'on a donné. Vous pouvez trouver le même exemple au niveau du comité des droits de l'enfant. Vous pouvez trouver le même exemple au niveau de l'examen périodique universel ou d'autres mécanismes qui examinent périodiquement la situation dans les différents pays. Voilà. Donc ici, on a déjà les choses qui sont identifiées. Il suffit de les prendre. Ici, par exemple, on a un ensemble de recommandations qui portent sur la gratuité. La gratuité, par exemple, il faut rendre... si vous voulez que la gratuité fonctionne, effectivement, il faudrait qu'il y ait des infrastructures scolaires pour que les enfants puissent aller à l'école. Il faut faire en sorte que les enseignants soient bien formés. Il faut faire en sorte que l'école ne soit pas trop éloignée de la maison. Il faut faire en sorte que les outils didactiques et pédagogiques soient disponibles à l'école pour que les enseignants puissent enseigner de manière qualitative les enfants. Il faut éviter les frais connexes qui dissuadent certains parents d'inscrire leurs enfants à l'école. Voilà. Suivant. Voilà, nous sommes à la fin de la deuxième phase, la deuxième étape. La première étape qu'on a vue, c'est l'analyse de contexte et le diagnostic de situation. La deuxième étape, c'est l'identification du problème ou de l'enjeu. On est à la troisième étape qui est la manifestation du problème. La manifestation consiste davantage à nous interroger sur les causes, les conséquences, comment est-ce que le problème se vit en fait. Quel est l'impact, quels sont les effets du problème sur la jouissance des droits dans le milieu, sur les enfants, voilà. Et donc, on se pose des questions. Quelles sont les questions qu'on se pose? On se pose la question quoi? La réponse à cette question nous permet d'identifier les effets positifs et négatifs. Parce que, par exemple, une situation donnée peut donner lieu à des effets positifs ou moins positifs. Ça nous permet d'analyser l'impact sur l'accès aux droits. Ça nous permet de faire émerger des conséquences qui sont visibles ou latentes liées aux problèmes identifiés. On peut avoir une situation aujourd'hui dont les conséquences ne sont pas visibles, mais on sait que par rapport à cette situation, il risque d'avoir à l'avenir des conséquences ou des manifestations de ce problème. Et donc, si aujourd'hui, on décide de faire porter le plaidoyer sur le sujet qu'on a identifié, on doit déjà anticiper les conséquences à court ou à moyen ou à long terme du problème qu'on a identifié. Quel outil utiliser lorsqu'on veut procéder à l'analyse en ce qui concerne la manifestation? On peut utiliser l'arbre à problème. Et là, on verra ça plus tard. Comment procéder? Il faut cibler le problème, comme on l'a déjà dit, le plus pointu possible en se posant la question, mais quoi au juste? Sur quoi on va porter le plaidoyer? Ensuite, on analyse les causes endogènes et exogènes. Donc, les causes qui sont liées directement au problème dans le milieu ou les causes qui sont liées à des considérations externes, mais qui, évidemment, constituent les causes de la situation ou du problème qu'on a identifié. Et puis, les effets que le problème engendre en répondant à la question comment le problème se manifeste-t-il. Voilà. Voilà l'arbre à problème. Et je laisse Fanacina nous expliquer un peu ce que c'est que l'arbre à problème. Alors oui, c'est un modèle d'arbre à problème. Pour constituer l'arbre à problème, d'abord nous permet d'avoir encore une fois une vision globale de la situation et donc à partir des informations que nous avons recueillies à l'analyse contextuelle avec les outils Pestel et autres, nous pouvons constituer l'arbre à problème à partir de ces informations. Et donc, au centre, il y a le problème central. Par exemple, on va prendre comme exemple le décrochage scolaire. Après, on va présenter l'exemple, mais pour ce modèle, il y a le problème central. Du coup, normalement, ça doit être le tronc de l'arbre. Et les causes du problème sont les racines de l'arbre à problème et les effets sont les différentes branches. Les conséquences, voilà. On a utilisé conséquences et effets, mais
Mais au final, c'est juste pour différencier qu'il y a les conséquences directes du problème et après les conséquences indirectes pour les effets. Par exemple, conséquence 1 peut donner deux effets, deux sous-conséquences de deux effets. Et pareil aussi pour les causes, il y a les sous-causes, les causes secondaires, pardon, les causes secondaires à chaque cause directe du problème central. C'est l'exemple, on prend par exemple le décrochage scolaire comme problème central, comme problème principal. Les enfants ne viennent plus à l'école pour... il, il est important de formuler avec une phrase simple le problème central quand on constitue leur propre problème. Et par exemple, on prend les enfants ne viennent plus à l'école au lieu d'écrire décrochage scolaire. Et ensuite, comme Yao l'a expliqué tout à l'heure, pour identifier les conséquences, les causes directes d'abord, on pose la question pourquoi les enfants ne viennent plus à l'école et dans un focus group, par exemple, on peut utiliser les post-it et tout. Et en fonction des éléments qu'on a recueillis dans l'analyse contextuelle, on se pose les questions. Les enfants ne viennent plus à l'école. Pourquoi? Parce que les enfants sont démotivés. Et on pose encore les questions. Pourquoi les enfants sont démotivés? Parce que, de un, les familles sont en difficulté financière et de deux, les enfants ne mangent plus. Et pourquoi les familles sont en difficulté financière? Et on obtient encore une réponse. Les parents ont perdu leurs emplois à la suite des conséquences du Covid-19 et les rendements agricoles sont faibles. Ou bien les enfants ne mangent plus. Pourquoi? Parce que les cantines scolaires n'existent pas ou n'existent plus. Et pourquoi les enfants ne mangent plus? Parce que l'école est très éloignée du village et les enfants ne peuvent pas faire un aller-retour à midi pour revenir manger. Et donc, c'est comme ça qu'on pourrait vraiment approfondir le problème. Et de l'autre côté, il y a par exemple, les enfants ne viennent plus à l'école. Pourquoi? Parce que le système scolaire n'est pas efficace et ainsi de suite. Et en haut, nous avons les effets. Les enfants ne viennent plus à l'école. En conséquence, le taux de délinquance a augmenté, où il y a le travail des enfants, où les enfants se marient précocement. Voilà. Voilà. Bah, le système, par exemple, cet aspect, le système scolaire n'est pas efficace. Là, on voit les ramifications aussi, soit la violence scolaire ou le harcèlement à l'école. Et là, il y a des implications culturelles parce que, voilà, compte tenu des tabous qu'il peut y avoir, il n'y a pas de mesure en tant que telle pour adresser le problème. Où il y a l'impunité simplement lorsque la violence est exercée en milieu scolaire, il n'y a pas de mesures visant à punir ou à sanctionner les auteurs présumés de ces actes-là. Où la pédagogie est défaillante parce que le matériel scolaire n'est plus à jour, ou parce que le personnel enseignant est insuffisant. Lorsqu'on parle de l'accès à l'examen officiel, si c'est difficile parce que les frais d'inscription coûtent cher ou que les enfants n'ont pas d'acte de naissance, et donc c'est impossible d'accéder à des examens de passage. Voilà, donc ce schéma nous permet de décliner en fait. Donc on peut continuer. Il faut qu'on identifie les causes du problème. Ça, c'est important. Donc, quelle est l'utilité de se pencher sur les causes? Quels sont les facteurs qui sont à l'origine du problème? Quel événement, quelle action produit ou génère le problème? Quelles sont les raisons? Quels sont les motifs du problème? Lorsqu'on s'interroge, lorsqu'on se pose ces différentes questions, les différents éléments de réponse qu'on trouve nous permettent de meubler en fait progressivement la stratégie, des éléments qui serviront à construire la stratégie plus tard. Quelles sont les causes endogènes? Quelles sont les causes directes liées au problème? Quelles sont les causes externes, internes? Quelles sont les causes exogènes, c'est-à-dire les causes qui sont externes? Et en
en procédant ainsi, on fait une sorte de panorama, de cartographie du problème. Quelles sont les personnes ou zones touchées ou les plus touchées ou affectées par le problème qu'on a identifié? Quelles sont les personnes ou zones qui bénéficient ou profitent de la situation? Parce que lorsqu'on a une situation, une crise, il y en a, malheureusement ou heureusement, c'est selon, qui profitent de la situation. Depuis combien de temps le problème dure-t-il? Y a-t-il des mesures qui ont été prises? Oui ou non? Il y a des mesures qui ont été prises, mais qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Il y a des mesures qui ont été prises, mais qui ont été complètement contre-productives. C'est possible? Si oui, quelles ont été les retombées positives, voire négatives, effets positifs, insuffisants ou partiels, des mesures contre-productives, des mesures positives à renforcer? Sinon, à quoi cela est dû? Cela s'aggrave-t-il? Est-ce que l'absence de mesures a contribué à l'aggravation du problème? Pourquoi les effets de la mesure prise sont limités ou insuffisants? Est-ce qu'il y a un manque ou insuffisant de ressources humaines, financières, logistiques, techniques ou autres? Voilà, c'est des questions qu'on se pose et on arrive à trouver des éléments de réponse pour justement aboutir vers la mise en place, la structure d'un certain nombre de réponses qu'on veut voir. Ça nous permet de définir les objectifs. Et donc, au niveau de l'impact, qui sont les victimes? Quels sont les obstacles qu'entraîne le problème sur la jouissance des droits? Au final, ce qui nous intéresse, c'est ça. Il y a un problème, mais comment est-ce que le problème affecte l'accès aux droits, la jouissance des droits par les enfants? Le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à la sécurité sociale et autres. Les effets sont-ils individuels ou collectifs, ou les deux? Est-ce qu'on a un impact sur le groupe social, ou c'est sur un enfant, sur un certain nombre d'enfants? Les effets sont-ils à l'état latent? C'est-à-dire, on ne l'a pas encore, mais on peut l'avoir. Donc, on se projette, on analyse ce qui peut advenir dans l'avenir, dans un avenir proche ou lointain. Quels sont les effets qui ne sont pas encore visibles et qui le seront certainement compte tenu de l'expérience qu'on a plus tard? Voilà. Donc, à travers ces trois étapes, d'abord, l'analyse de contexte et le diagnostic de situation. Ensuite, l'identification du problème. Puis, les différentes manifestations du problème, on a parcouru trois étapes qui nous permettent d'avoir les éléments, les repères nécessaires pour construire une stratégie d'intervention, une stratégie, une campagne de plaidoyer, une action visant à nous permettre d'aller vers le changement qu'on souhaite. Voilà, comme je le disais en préambule par rapport à cette formation, c'est que nous faisons déjà du plaidoyer. Mais cette formation est destinée à nous aider à mieux organiser, à mieux coordonner, à mieux structurer en fait notre action de plaidoyer et lui permettre en fait d'atteindre les objectifs. Parce que une chose est de mener des actions de plaidoyer, mais il est mieux et souhaitable que nous puissions atteindre les objectifs. Et pour le faire, il est tout à fait indiqué que nous donnons toutes les chances possibles pour réussir. Et c'est justement ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et donc, si je résume un peu ce qu'on vient de voir, la présentation s'articule autour de trois étapes. La première étape, c'est l'analyse de contexte et le diagnostic de situation. C'est très important. On peut le faire à travers la collecte d'informations, en utilisant les focus group, en utilisant l'enquête de terrain, en utilisant les questionnaires, en utilisant les sondages. On analyse ensuite les informations recueillies à travers un certain nombre d'outils. On a parlé de l'outil PESTEL, on a parlé de l'outil SWOT. La deuxième étape, c'est l'identification du problème. Et là également, on a la possibilité de nous interroger, de trouver un certain nombre d'éléments de réponse pour nous permettre justement de définir le problème de manière plus pointue, en utilisant par exemple différents outils. Et la troisième étape, c'est la manifestation du problème. Et à ce niveau, on a utilisé l'arbre à problème ou l'arbre à solution pour pouvoir nous aider à mieux faire l'analyse et à identifier les effets, les causes directes, indirectes, les causes endogènes, exogènes, les conséquences directes, indirectes, les conséquences futures, donc latentes. Et là, on a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de pouvoir définir une stratégie. Alors,
je vous laisse maintenant le soin de poser, de faire des commentaires, voilà, de poser vos questions. Mais d'abord, est-ce que ce que nous venons de faire vous paraît utile, en fait? Oui, je suis en train de digérer encore un peu. Ah, c'est trop lourd alors. On aurait dû simplifier davantage, ou bien. Mais en tout cas, c'est une première étape. Vous savez, les cours s'articulent autour de... on a cinq cours au total. Donc, cette première permet de creuser, en fait, de poser les jalons, de poser les fondations d'une action de plaidoyer. Comment est-ce qu'on s'y prend dès le départ? Et donc, après, on ira plus en détail par rapport à la méthodologie, à la stratégie d'intervention. Mais pour le moment, on est dans la phase préparatoire, dans la phase initiale qui nous conduira vers la mise en place de calendrier d'action, d'un agenda d'intervention et autres. Mais pour le moment, on va davantage fouiller et trouver des repères qui nous guideront pour organiser, mieux structurer l'action de plaidoyer à travers l'analyse qu'on aura préalablement effectuée. Pas particulièrement. En tout cas, on voit que cette phase-là, c'est aussi utile, on se disait ça avec Yao, pour l'élaboration des projets. Tout ça, c'est concomitant, cette réflexion. Je pense que vous avez tous vu les arbres à problèmes déjà pour l'élaboration des projets, dans la gestion des projets. Donc, c'est un peu la même chose et c'est une méthodologie. En tout cas, il y a des questions clés qu'on se pose et pour le plaidoyer, parce que le plaidoyer va répondre aux problèmes, à un problème identifié et il y aura le plaidoyer et des actions de terrain qui vont aller de pair. Donc, tout ça, c'est vraiment important de se poser et de réfléchir à ces deux aspects. En tout cas, ça va de pair, donc ce n'est pas du travail inutile de le faire parce que ça vous servira vraiment pour être plus pertinent et pour répondre aux problèmes sur du long terme. Donc, voilà. Et puis, on va continuer pendant ces différentes séances ensemble à voir la méthode. Merci. Oui, Yao, la préoccupation, c'est surtout au niveau des outils d'analyse des problèmes, les différents outils qui ont été présentés tout à l'heure. Je ne sais pas si dans la suite du travail à faire, on aura une occasion de s'arrêter un peu sur l'un ou l'autre outil, de l'approfondir et de voir les possibilités de son utilisation dans le concret. Est-ce que ce sera possible? Oui, tout à fait, en fait. Comme je le disais, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de baliser le terrain pour le plaidoyer. Donc, on essaie de voir un peu quels sont les points d'attention, quels sont les éléments auxquels il faut faire attention, quels sont les outils qu'il faut utiliser pour analyser l'information qu'on a. Parce qu'il ne faut pas juste improviser une action de plaidoyer, on doit mener les choses de manière professionnelle. Et donc, aujourd'hui, on voit un peu tous ces éléments-là. Lorsqu'on va rentrer dans le concret avec la stratégie de plaidoyer et des actions concrètes, on va revenir inévitablement vers les outils dont on a parlé aujourd'hui. Lorsqu'on parle, par exemple, de la situation de la violence en milieu scolaire, je prends cet exemple-là. Forcément, on va utiliser l'outil PESTEL, par exemple, pour dire, OK, sur le plan politique, quel élément on peut retenir lorsqu'il s'agit de la violence en milieu scolaire? Voilà. Est-ce qu'on a au niveau de la province une stratégie en matière d'accès à l'éducation ou à la formation professionnelle? Voilà. Déjà, sur le plan politique, c'est ça. Est-ce qu'on a une politique sectorielle pour adresser toutes les questions concernant l'accès à l'école? Et l'accès à l'école, ça comprend le matériel didactique, ça comprend les infrastructures scolaires, donc les salles de classe, ça comprend la formation des enseignants, ça comprend la violence. Quel est le cadre dans lequel les enfants effectuent leur apprentissage scolaire? Donc, on va utiliser PESTEL par rapport à cet aspect politique. On va utiliser
dans Pestel l'aspect économique. L'aspect économique, est-ce qu'il y a un budget qui est adossé à la politique provinciale sur l'éducation et à la formation professionnelle? Voilà. Le social, est-ce que c'est la paupérisation? Est-ce que c'est la situation de précarité des parents qui empêche? Est-ce que c'est l'absence de formation, par exemple, des enseignants par rapport à la formation des enseignants sur ce qui doit être interdit, ce qui est permis à l'école, puisqu'on sait que parfois les violences, parfois ou souvent d'ailleurs, la violence en milieu scolaire est parfois le fait des professeurs. Voilà. Ou est-ce qu'on a suffisamment sensibilisé la population par rapport aux problèmes de violence en milieu scolaire? Quelles sont les solutions qu'on apporte sur le plan social? En matière technologie, je prends l'aspect technologie. Est-ce que la violence s'opère à travers les réseaux sociaux? Parce qu'on a constaté que les enfants peuvent, entre eux, exercer de la violence en utilisant les réseaux sociaux, Facebook et autres. Est-ce que c'est le cas? Voilà. Par rapport à l'environnement, là, on peut ne pas trouver pour tous les thématiques qu'on a sélectionnées, qu'on a identifiées, des éléments, voilà. Mais en tout cas, si on creuse, là, sur le champ, je n'en trouve pas, mais si on creuse, on peut trouver des aspects liés à l'environnement. Sur le plan légal, bien évidemment, on a la loi portant protection de l'enfant de 2009 qui interdit la violence à l'égard des enfants, y compris en milieu scolaire. Voilà. Donc, on a une loi pour ça. Est-ce que cette loi est déclinée au niveau provincial à travers un édit, par exemple? Est-ce qu'on a, au niveau de l'Assemblée provinciale, des initiatives, des lois par rapport à la violence en milieu scolaire? Ou est-ce que il y a des arrêtés, il y a des circulaires qui portent sur la violence en milieu scolaire? Voilà. Donc, là, je viens d'utiliser l'outil Pestel par rapport à l'analyse concernant le problème que j'ai identifié, le problème étant la violence en milieu scolaire. Je peux utiliser aussi le SWOT. Je peux utiliser d'autres outils également. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, on a les outils, mais l'exercice que je vous invite à faire vous-même, c'est que identifier un problème et essayer de voir comment est-ce que vous pouvez utiliser les différents outils pour décliner, décortiquer, analyser et trouver des repères pour aboutir justement à la mise en place d'un plan, d'une action de plaidoyer. Voilà. Est-ce que ce serait peut-être quelque chose, si l'équipe de PEDER veut commencer à réfléchir sur une des problématiques de École sans mur et nous envoyer le document qu'ils auraient fait, et puis après on peut en reparler pendant une séance. Ça pourrait être peut-être une manière concrète d'avancer en partant sur vraiment une problématique qu'on doit travailler, et puis de vous accompagner dans cette réflexion, parce que si on le fait, ça permet à chacun de travailler un peu de son côté, parce que si on fait que par Zoom, toutes les idées ne viennent pas forcément à ce moment-là. Donc, ça peut-être être c'est une proposition. Et puis, si d'autres associations veulent le faire sur une autre problématique, chaque équipe le fait, et vous nous envoyez, et on peut en rediscuter, soit en individuel, soit lors du Zoom de formation. Ouais. Ça, c'était prévu dans les cas pratiques. Ouais. Tout exercice que vous allez faire maintenant va servir plus tard, parce qu'on va aborder la question de la stratégie d'intervention, du plan d'action de plaidoyer, du chronogramme du plaidoyer, de l'agenda de plaidoyer. Donc, forcément, on va rentrer dans le vif du sujet. Et donc, ce que vous faites maintenant va servir plus tard. Donc, ce que dit Marie-Laure me paraît tout à fait indiqué, en disant, OK, prenez un sujet, de préférence un sujet issu d'un projet en cours. Donc, si on prend École sans mur, ça vous donne un aspect pratique. Un aspect pratique. Vous pouvez prendre, par exemple, une thématique qui a été analysée ou non dans le cadre de la documentation des cas. Ça vous donne un peu plus de la matière parce qu'un travail préalable a été déjà fait, donc vous pouvez le faire.
Mais pour d'autres associations qui participent, vous pouvez aussi, selon les problématiques qui vous concernent, selon les problématiques que vous avez travaillées, identifier un problème pouvant faire l'objet de plaidoyer. Et ensuite, utiliser les différents outils, PESTEL, SWOT, à problème, à solution, pour pouvoir mettre en place un socle des repères, des éléments qui vont vous permettre justement de définir votre agenda de plaidoyer. Il y a Jean-Pierre qui dit « Je n'ai pas bien compris l'outil PESTEL au début du cours. » Je crois que c'est quoi PESTEL? Je disais en rigolant un peu que PESTEL, ce n'est pas le nom d'une personne. Et ça peut bien l'être. Hein. PESTEL, c'est simplement un guide, en fait, qui nous conduit vers l'analyse d'un problème. Et PESTEL, en gros, c'est 6 éléments, en fait. C'est l'analyse en tenant compte des éléments politiques, l'analyse en tenant compte des éléments économiques, social, des éléments d'ordre social, d'ordre technologique, d'ordre environnemental et d'ordre juridique. C'est ça. C'est la politique, c'est l'économie, le social, la technologie, l'environnement et le juridique ou le légal. PESTEL. P pour politique, E pour économie, S pour social, T pour technologie, E pour environnement et L pour légal, donc le juridique. Voilà. Donc, lorsque vous avez un problème, prenons un problème comme ça, par exemple, la santé, l'accès au, comment on va dire, le diabète, par exemple. Voilà. Le diabète comme étant un problème et on voudrait faire du plaidoyer pour que l'État mette en place un cadre pour faciliter l'accès aux soins pour les personnes diabétiques. Voilà. C'est un exemple que je viens de prendre à l'instant, mais l'outil PESTEL nous permet d'aller plus loin parce que si vous dites simplement, vous êtes révolté parce qu'il y a des gens qui ont le diabète et qui souffrent, l'État ne fait rien, c'est bien. Mais en tant que professionnel, en tant que ONG, l'utilisation de l'outil PESTEL vous permet comment on va dire, de screener, comment on dit ça en français, oui, de scruter en fait, d'analyser, ouais, c'est analyser, de faire une sorte de screening, je crois que tout le monde comprend le terme en fait, et de voir comment est-ce que le problème se décline au niveau politique, comment est-ce que ça se décline au niveau économique, au niveau social, au niveau technologique, environnemental et légal. Je parle du diabète, l'accès aux soins pour les personnes diabétiques. C'est le problème qu'on a identifié. Sur le plan politique, on va dire, est-ce qu'il y a une politique de santé publique? Est-ce que cette politique de santé publique inclut le diabète? C'est ça. Donc, avec PESTEL, on a conscience qu'il faut orienter l'analyse sur le plan politique. Et sur le plan politique, on va interroger justement l'existence ou non d'un plan sectoriel, l'existence ou non d'une politique en matière de santé publique, l'existence ou non d'initiatives de la part des autorités provinciales ou nationales en ce qui concerne le diabète. L'économie. Et OK, peut-être qu'il y a une politique, mais est-ce qu'il y a une enveloppe financière qui accompagne la mise en œuvre de cette politique? Oui, mais c'est juste sur une année. Oui, c'est juste sur 2 ans, où l'enveloppe a été en cours de mise en œuvre diminuée par 2, divisée par 2, parce que l'État, entre-temps, a révisé le budget annuel. Et donc, il n'y avait plus suffisamment de ressources pour exécuter le budget tel que prévu initialement. Voilà, ça vous donne des éléments. Vous analysez comme ça les éléments. Le social. Le social, c'est que les personnes diabétiques n'ont pas accès aux soins et donc, du coup, ça réduit la production de la richesse de la région parce que les personnes diabétiques ne peuvent plus aller travailler. Voilà. Ou ne peuvent plus s'occuper de leurs enfants, ou ne peuvent plus faire ça. C'est ça. Ou sur le plan de la santé, on n'a pas l'insuline. Je crois que les personnes diabétiques utilisent l'insuline, non? Ou la dialyse. La dialyse, c'est ça. La dialyse qui est l'une des solutions pour les diabétiques, pour les soulager. On n'a plus
de dialyse, de systèmes de dialyse à disposition dans les dispensaires, hôpitaux et centres de santé de la région. Voilà. Où on en a, mais il faut partir de Nyiragongo pour aller à Goma pour le faire, ou c'est pas d'un territoire éloigné pour aller jusqu'à Bukavu pour le faire. Vous voyez un peu? Donc, voilà les répercussions, l'analyse en tenant compte du social. On peut tenir compte de la technologie. Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, utiliser la technologie pour pouvoir envoyer, étant donné que les zones sont éloignées, de l'insuline de Goma à une région éloignée, de l'insuline à Bukavu vers une région éloignée en utilisant des drones. Bah, voilà, les nouvelles technologies peuvent être utilisées à ces fins-là. Sur le plan environnemental, je ne sais pas trop, mais bon, on peut toujours en trouver lorsqu'on creuse. Sur le plan légal, sur le plan juridique, lorsqu'on utilise le L à la fin de pestel, c'est, voilà, est-ce qu'il y a des dispositions juridiques qui engagent l'État à prendre en compte les questions relatives aux personnes diabétiques dans la planification provinciale ou nationale? Est-ce qu'il y a des arrêtés, des édits, des lois au niveau provincial, au niveau national, au niveau territorial même, pour cette question? Je ne sais pas si à travers cette question, à travers cet exemple, j'ai pu faciliter la compréhension de l'outil pestel. Il y a aussi l'outil SWOT. SWOT aussi permet de faire des analyses. Parce que là, vous voyez les forces et faiblesses par rapport au contexte, les opportunités qui s'offrent à vous, les faiblesses que vous avez, les menaces. Ça, c'est une analyse que vous avez l'habitude de faire lorsque voilà, on est dans la réflexion pour le montage d'un projet. Ça sert également lorsqu'on veut engager une action de plaidoyer. Oui, il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'il y a des cas où on peut être appelé à utiliser 2 ou 3 ou un peu plus des outils lorsqu'on veut faire son analyse? Bah, l'idéal est de combiner les éléments, parce que lorsque vous utilisez pestel, vous pouvez ne pas tenir compte de toutes les dimensions lorsque vous utilisez SWOT. SWOT, vous voyez les forces, les faiblesses. Peut-être que l'outil pestel ne vous donne pas toutes ces possibilités-là. Donc, l'utilisation combinée des différents outils vous permet d'avoir un spectre plus large ou de retenir plus d'éléments tangibles, probables, qui vous aideront à mieux organiser les objectifs, à mieux planifier et à définir les résultats auxquels vous voulez aboutir. Donc, il est préférable que ce ne soit pas juste un outil que vous utilisez, mais que vous combiniez en fait ces différents outils-là pour vous permettre d'être plus efficace. Lorsqu'on prend par exemple, comment est-ce qu'on identifie le problème en déclinant cette méthode d'entonnoir par exemple. C'est une possibilité, vous pouvez avoir, compte tenu de votre expérience, votre expertise, avoir d'autres possibilités. Donc, vous pouvez utiliser cette méthode-là et l'associer à une autre méthode ou à un autre procédé qui, selon vous, pourrait répondre voilà, aux objectifs que vous voulez vous donner. Lorsqu'on prend l'arbre à problème, ça vous permet de mieux voir quelles sont les ramifications du problème, de décliner davantage, parce qu'on peut avoir voilà, un problème et les conséquences, mais les conséquences peuvent être directes et indirectes, comme on l'a déjà dit. Les conséquences peuvent ne même pas apparaître aujourd'hui, parce que, par exemple, il y a une contamination de l'eau. Voilà, contamination de l'eau d'une rivière. Parce qu'il y a une exploitation de ressources minières à côté, donc qui déverse les résidus dans le fleuve et qui pollue. Donc, la population n'ayant pas d'autres possibilités, n'ayant pas de possibilités alternatives par rapport à l'usage de l'eau de ce fleuve, voilà. Aujourd'hui, on n'a pas des maladies résultant de la consommation de cette eau polluée par l'exploitation des ressources. Mais on peut raisonnablement se dire qu'à moyen terme, il peut y avoir des conséquences. Apparition de cancer, apparition de maladies voilà, bizarres dans la région. Donc, cet outil-là, à problème, vous permet justement d'anticiper en fait. De dire, OK,
même si les problèmes n'apparaissent pas aujourd'hui, il n'est pas exclu que dans un avenir proche ou lointain, on ait des conséquences, on ait des effets de ce problème-là. Et tout ça, ça vous permet de décliner davantage parce que n'oubliez pas que plus tard, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui, mais plus tard, vous serez amené à rencontrer des autorités. Et lorsque vous rencontrez des autorités, vous devez être à même de démontrer que vous possédez le sujet sur lequel porte le plaidoyer, que vous maîtrisez le fond, la forme, que vous maîtrisez ces manifestations, que vous maîtrisez les données statistiques par rapport au sujet, que votre démarche est fondée sur des éléments objectifs. Vous n'êtes pas levé simplement sur la base de constats, voilà, mais vous devez démontrer à votre interlocuteur, à la personne qui va prendre les décisions pour apporter les changements souhaités, des éléments tangibles, des preuves complètes de ce que vous avancez comme problème par rapport à la situation qui vous révolte. J'avoue que j'ai bien profité des explications que vous venez de fournir sur l'outil Pestel. Cela nous renvoie à une large connaissance de tout ce qui touche un thème précis au niveau même des politiques, de la loi, des dispositions légales, sanitaires, légales et autres. Merci pour les éclaircissements. Il faudrait qu'on essaie d'asseoir un bon socle de départ parce qu'on va construire sur ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce qu'on fait aujourd'hui qui va nous permettre de nous lancer. Donc, ça sert de rampe de lancement. Et donc, si la fondation n'est pas solide, on ne pourra pas avoir un élan suffisamment ample qui nous permette de pouvoir atteindre nos objectifs de plaidoyer. Donc, juste un petit ajout à ce qui vient d'être dit et à l'utilisation de ces outils-là. Je comprends tout de suite que au-delà de la nécessité d'avoir un travail en équipe pour travailler sur tout ça, quand on analyse un problème à travers l'un ou l'autre outil ou à travers tous les outils ensemble pour avoir une vue plus générale de la situation de manière détaillée. Mais je pense aussi que cela renvoie à un travail de recherche. Parce que si je vois un outil comme Pestel, je vois l'aspect politique, je vois l'aspect légal. Il y a une série d'informations auxquelles on doit accéder par la recherche. Une recherche documentaire, une recherche d'informations par des contacts des personnes ressources qui sont supposées être en possession de ces informations. Donc, il ne s'agit pas que de faire, je crois, un travail de laboratoire, de discussion, d'analyse de la situation assis dans son bureau, mais je crois que c'est aussi un travail de recherche où il faut prendre des contacts, où il faut faire la lecture, où il faut aller à la rencontre de tous ces éléments-là qui vous amènent à avoir la maîtrise du domaine qui est analysé. Je voulais juste souligner cet aspect-là. Oui, merci infiniment, parce que c'est un peu de la recherche-action. C'est-à-dire qu'on associe, on engage les recherches et on utilise les résultats de la recherche pour agir. C'est exactement ce que j'avais dit dans mon propos liminaire en disant, lorsque vous analysez le contexte, on se pose la question de comment. Et en se posant la question de comment, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est le recueil d'informations. Et pour recueillir l'information, il faut faire de la recherche. Comment est-ce qu'on fait de la recherche? Notamment à travers les enquêtes, à travers les descentes de terrain, à travers les sondages, à travers les entretiens, à travers des questionnaires, à travers des focus group ou à travers une veille documentaire. Voilà. Par exemple, on peut trouver des informations dans des rapports produits par des organisations internationales. Donc, à travers ces éléments-là, on a déjà de la matière pour pouvoir mieux comprendre le problème qui est devant nous. Donc, première chose, le recueil d'informations, c'est une forme de recherche. Ensuite, il faut analyser les informations recueillies. Et cette analyse, c'est là où on voit les outils qui peuvent nous aider. Il faut procéder à une approche qui balaie un peu le spectre en allant de la politique vers le légal, en tenant compte de l'aspect juridique, légal, social et autres. Donc, il faut examiner. Et effectivement, lorsqu'on parle d'analyse de contexte ou de diagnostic de situation, il s'agit de faire de la recherche, il s'agit de creuser, de ne pas juste prendre ce qui est superficiel, mais d'aller au fond des choses, de voir ce qui constitue
voilà, ce qui génère le problème, ce qui constitue les causes et comment ça se manifeste. Et tout ça là, l'analyse nous permet d'accéder à ces informations. Et ces informations, si on arrive à les recueillir auprès des sources, on a des informations objectives. Et comme je le dis, on sera amené, dans le cadre de notre stratégie de plaidoyer, à se retrouver devant le gouverneur, par exemple, à se retrouver devant les députés provinciaux, à se retrouver devant les responsables de la DIVAS ou de la division justice. Et à ce niveau-là, vous ne pouvez pas dire « on a entendu parler de ça ici, on a vu que cela se passe ici ». Non, vous vous basez sur la recherche, les informations que vous avez recueillies, les informations que vous avez analysées pour meubler votre discussion. Et ce sera l'objet de ce que Marie-Laure vous présentera plus tard dans le cours 3. Comment est-ce que vous, devant votre interlocuteur, vous utilisez les éléments que vous avez pu collecter, rassembler dans le cadre de la recherche-action pour le convaincre à prendre la décision qui va apporter le changement. Voilà, donc ce que je nous invite à faire, c'est que par association, donc disons ensemble, PEDER, Tchevevouka et autres, vous prenez un sujet précis que vous travaillez, qui ressort, et essayez de voir comment est-ce que vous pouvez appliquer les outils dont on a parlé, les procédés dont on a parlé aujourd'hui, et qui vous permettront de rassembler les éléments nécessaires pour l'action future. L'action, c'est ce qu'on va discuter la semaine prochaine par rapport à la stratégie d'intervention. Donc, c'est un exercice que nous invitons à faire en utilisant un peu l'ensemble des éléments qui ressortent de la présentation d'aujourd'hui. On est arrivé donc à la fin de cette première séance qui nous a permis de faire du screening un peu. Permettez cet anglicisme-là, on a essayé d'explorer un peu l'ensemble des éléments qui nous permettent de pouvoir construire et bâtir un plan de plaidoyer. Voilà. Donc, on s'est donné les moyens pour le faire. Probablement, on le faisait avant, mais peut-être que ce n'était pas aussi structuré, peut-être qu'on n'utilisait pas les outils, les moyens, les procédés dont on a parlé aujourd'hui. Donc, j'espère qu'avec ce qu'on vient de faire, on peut désormais davantage mieux donner une sorte d'architecture plus professionnelle à nos actions de plaidoyer, à mieux organiser, orienter, voilà, coordonner les actions lorsqu'on initie du plaidoyer. Et je crois que le bon voudrait avoir le mot de la fin. Oui, je disais ceci à OS. Est-il possible de nous partager la présentation d'aujourd'hui? Oui, j'allais conclure avec ça. Donc, la présentation PowerPoint de tout à l'heure sera disponible à la fois sur Moodle et on vous l'enverra également par email. Deuxième chose, les trois étapes qu'on a présentées ont fait l'objet de fiches. Donc, on a développé 3 fiches de 3 ou 4 pages maximum pour chaque étape, avec plus de détails en fait. Et donc, vous aurez également accès à ces 3 fiches-là pour vous permettre de mieux comprendre en fait ce qu'on a présenté de manière plus condensée à travers le PowerPoint. Et n'oubliez pas aussi, si les lectures obligatoires vous permettent davantage de mieux comprendre. Et je peux vous assurer que les lectures obligatoires qui sont dans votre portefeuille ne sont pas des documents de grand volume en fait. C'est des documents simples, parfois d'une page, qui vous permettent de voir visuellement déjà les éléments qui entrent en ligne de compte lorsque vous voulez engager une action de plaidoyer. Voilà, donc je vous encourage à lire les documents qui sont considérés comme obligatoires. Ils sont au nombre de 6. Et ensuite, lorsque vous allez plus loin, vous avez d'autres éléments qui vous permettent de creuser davantage, d'explorer davantage un certain nombre de points qui, toujours, vont vous permettre de mieux encadrer votre action de plaidoyer. On se donne rendez-vous pour le 4 mai à 15 h. Je crois qu'on va faire un effort nécessaire pour que la connexion des uns des autres puisse se faire de manière plus simple. On va essayer également
de faire en sorte que voilà, on l'a déjà fait, mais on va encore améliorer ça, que les informations, les documents vous parviennent à temps. En tout cas, on a été très heureux aujourd'hui d'avoir partagé ces informations avec vous et espérons que ça peut nous permettre de pouvoir mieux comprendre le prochain cours qui porte sur les stratégies et les activités de plaidoyer. Sur ce, je dis merci à tout le monde. L'ensemble des documents produits pour ce cours seront donc disponibles pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup à tous. On va mieux faire la prochaine fois pour les connexions. Voilà. Merci à tous et bonne fin de journée à Bukavu, à Goma, à Genève, à Milan, à Lyon, à Saint-Génie. Et voilà. Merci. Merci.